Il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Pierre-Yves Cadalin. Il est coordinateur de la France Insoumise à Brest. Il nous a rejoint après 2 heures de route, il faut bien le dire, au micro de la matinale de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Merci à vous, bonjour. Alors, on vous a laissé prendre votre petit café, on a un petit peu de retard. Voilà, on va quand même parler politique, évidemment, ce matin. On va parler beaucoup de contexte international. On parlera un petit peu aussi de politique politicienne tout à l'heure avec la petite brouille entre LFI et le PS. Voilà, on en dira un petit mot. Mais tout de suite, les européennes, évidemment, du 9 juin, ça va arriver vite, ces échéances européennes. Union populaire, la liste conduite par Manon Aubry est soutenue par la France Insoumise. Liste qui a peiné à démarrer, mais qui commence à prendre un peu d'élan. Disons que nous sommes très conscients qu'aujourd'hui, il y a une nécessité forte à ce que ce scrutin qui a lieu le 9 juin, c'est important de rappeler la date car beaucoup de nos concitoyens ne l'ont pas encore en tête, c'est dans moins de 2 mois désormais, c'est important qu'il soit mobilisateur car le contexte qui est le nôtre est un contexte particulièrement préoccupant. Je pense au moins à 2 éléments. D'abord, celui de la situation internationale et de la nécessité impérative qu'il y ait la paix. Nous tenons des réunions publiques, des meetings partout dans le pays. Ici en Bretagne, il y en aura encore le 24 avril à Vannes et puis le 6 mai à Lorient pour faire entendre très largement la voix de la paix. Car que ce soit au niveau du conflit russo-ukrainien ou du conflit israélo-palestinien, il y a une nécessité à ce que l'Europe se porte à la hauteur de son histoire et puisse dire que les conflits doivent cesser, que la paix doit advenir, et c'est la voix principale qui porte aujourd'hui la campagne de la France Insoumise. Et ma seconde préoccupation est celle de l'état des libertés publiques en France, car vous l'avez vu hier, pour la 3e fois, Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu tenir une conférence à l'université. Étant moi-même universitaire, j'en suis scandalisé. Car l'université est un espace de liberté, c'est le principe de liberté universitaire, et si nous tenons à notre République, si nous tenons aux institutions démocratiques, alors il est important que les débats, les discussions politiques, les discussions intellectuelles de toute nature puissent s'y tenir. Donc j'invite d'ailleurs les collègues qui m'écoutent à protester auprès de la présidence des universités qui interdit ce genre de manifestation. Ce n'est absolument pas normal, d'autant plus qu'il est absolument nécessaire que la jeunesse se mobilise. Je parlais de la paix. Les jeunes, et j'en suis encore, les jeunes n'ont pas besoin d'un monde en guerre, ne veulent pas de cet avenir-là. Il y a des défis suffisamment importants, que ce soit le changement climatique, le défi de la solidarité que nous devons faire vivre les uns avec les autres, pour ne pas accepter cette marche en avant vers la guerre. Les va-t-en-guerre sont irresponsables et la France Insoumise le dit avec force dans cette campagne. Je pense que cette voix sera entendue très largement le 9 juin. Alors, vous parliez à l'instant, Pierre-Yves Cadalin, de l'interdiction de ces conférences de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan. Est-ce que finalement, c'est pas la personnalité de Rima Hassan qui gêne ? Si c'est le cas, c'est un très grave problème également, car je suis très fier que Rima Hassan soit sur la liste. Cette militante franco-palestinienne est une juriste très expérimentée. Et je vous invite à l'écouter. J'invite également celles et ceux qui nous écoutent à le faire. Lors du discours de Montpellier qu'elle a pu tenir il y a quelques jours, elle pose précisément les mots sur la situation. Vous savez, la liste de l'Union populaire conduite par Manon Aubry est celle de la défense du droit international. Le droit international partout, le respect du droit international en toute occasion. Il y a 3 semaines, le Conseil de sécurité des Nations Unies a enjoint le gouvernement israélien à cesser le feu à Gaza. 3 semaines sont passées. Que s'est-il passé depuis ? Absolument rien. C'est absolument inadmissible. Il y a eu déjà, depuis 6 mois, 33 000 civils tués, 14 000 enfants. Jusqu'où va-t-on continuer ce massacre inacceptable ? Voyez-vous, la Cour internationale de justice elle-même a dit et a enjoint le gouvernement d'Israël à prévenir le risque génocidaire. Nous ne parlons pas de n'importe quoi. Il y a là un drame et une tragédie immense aux portes de l'Europe, et l'Europe est silencieuse, dramatiquement silencieuse. Ce matin, j'entendais cela en venant, des sanctions ont été prises à l'égard de l'Iran par l'Union européenne. Très bien, nous pouvons considérer que cela peut faire partie d'une mécanique de désescalade. Où sont les sanctions contre Israël ? Où sont les sanctions alors qu'ils n'ont respecté ni la décision de la Cour internationale de justice, ni la décision du Conseil de sécurité de l'ONU? Pourquoi n'y a-t-il eu aucune sanction à propos des enfants tués? Aucune sanction à propos
Ensuite, des humanitaires qui également ont été tués alors que la Cour internationale de justice disait qu'il fallait faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Avouez qu'il y a tout de même d'autres méthodes pour faciliter l'acheminement que de tuer ceux qui essayent d'aider les civils qui sont là-bas, car je parlais des morts, mais il y a également 80 000 blessés, et il y a également, l'ONU le dit, 95% des gens qui aujourd'hui sont sur la bande de Gaza qui sont au bord de la famine. Cette situation est absolument inacceptable. Et si l'on en croit ce qu'on nous racontait à longueur de temps quand j'étais au collège ou au lycée, et qu'on raconte encore dans certains médias que l'Europe, c'est l'Europe des droits de l'homme, etc., eh bien, qu'elle se tienne à la hauteur de son histoire, cette Europe-là. Nous n'avons aucune honte à avoir d'aucune de nos positions, contrairement à des petits bruits qui parfois courent dans les médias. Aucune honte. Nous avons été, depuis le mois d'octobre, et les attaques absolument atroces du Hamas, nous sommes les défenseurs du droit international, mais nous condamnons également l'atrocité terrible de la réplique israélienne qui est complètement disproportionnée et qui s'en prend avant tout aux civils. Voyez-vous, lorsque autant d'enfants meurent en 4 mois que pendant 4 ans dans l'ensemble des conflits du monde, eh bien, il y a quelque chose qui touche profondément notre humanité. Ce n'est pas possible d'accepter cela. Et ce n'est pas possible non plus, à ce moment, d'accepter que l'on dise, car j'ai lu ça dans plusieurs articles de presse, que la présence de Rima Hassan sur notre liste, ou les positions que nous défendons pour la paix au Proche-Orient, serait une manière, dit-on, d'attirer un vote communautaire. Mais de quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? Un vote communautaire? Y a-t-il besoin d'être attaché de façon identitaire à telle ou telle communauté pour défendre le droit international, pour défendre l'humanité universelle? Non. Il y a pour cela besoin d'une seule chose, être attaché à ce qu'on nous a enseigné à l'école, aux principes républicains, aux principes universalistes. Et c'est ce que nous défendons. Et nous le défendrons, et personne ne nous fera jamais taire. D'ailleurs, à Roubaix hier, il y avait 1200 personnes qui étaient là pour faire passer ce message. On entend votre colère, Pierre-Yves Cadalin, ce matin, sur l'antenne de Bretagne 5. Tout est parti finalement de ce petit logo qu'il y avait sur l'affiche qui faisait la promotion de cette réunion à l'université de Lille. Petit logo qui présentait une Palestine sans Israël. On a entendu à nouveau plusieurs voix s'élever contre la France insoumise en disant voilà, c'est de l'antisémitisme. Alors, le logo venait de cette association étudiante qui a organisé l'événement. C'était un logo qui représentait la région du Proche-Orient, comme il y a ce genre de logo sur un certain nombre d'autres associations, comme l'UEJF, etc. Bref, c'est une fausse polémique. Vous savez, ça me fait penser aux polémiques qui sont montées de toutes pièces aux États-Unis par les partisans de Trump. Car là, ça vient d'où, cette polémique? De l'extrême droite, de Xavier Bertrand, et de Jérôme Gage, qui lui-même au Parti socialiste a considéré qu'effectivement c'était peut-être problématique, etc. La seule chose qui était l'objet de cette conférence, c'est la paix et effectivement la reconnaissance des droits des Palestiniens, que ça soit dans le cadre de la solution à 2 États que nous défendons. Je veux dire que les droits des Palestiniens soient reconnus lorsqu'ils vivent en Israël, que les droits des Palestiniens soient reconnus dans le cadre d'un État palestinien conformément aux résolutions des Nations Unies. C'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU discute de la reconnaissance de l'État palestinien. Malheureusement, il est à craindre que les États-Unis bloquent une décision qui irait dans le sens, mais je le dis très tranquillement. Et je le dis comme je peux le dire à propos du conflit russo-ukrainien. Il n'y aura pas de solution autre que de solution politique. C'est ainsi que l'on sort des conflits. Et de ce point de vue-là, sur la guerre russo-ukrainienne, je suis tout à fait plein d'espoir, en un sens, de l'initiative prise par la Chine et l'Allemagne de tenir une conférence de paix en juin, à laquelle l'Ukraine participera. Il faut, bien entendu, que cela soit la première étape d'un processus de paix qui aboutisse. Mais c'est nécessaire, car dans la guerre russo-ukrainienne, combien de dizaines de milliers de morts déjà ? Combien de conscrits russes, combien de soldats ukrainiens tués, combien de civils, combien de crimes de guerre, tout cela suffit également. Il faut donc arriver à des solutions politiques. Ce n'est que comme cela qu'on peut sortir de la guerre. Et vous savez, l'exemple historique qui nourrit beaucoup notre engagement, c'est celui du grand Jean Jaurès.
Et Jean Jaurès, lui, précisément, savait qu'il était bien plus dur en certaines occasions. Et nous l'éprouvons particulièrement à la France insoumise en ce moment, de défendre la paix, d'avoir le courage de la paix, plutôt que de crier avec ceux qui, sur les plateaux télé, entendent mener tout le monde à la guerre. Parce qu'il est facile sur un plateau télé de dire « allons faire la guerre ». Il est facile lorsque on n'ira pas soi-même s'engager de se lancer dans de telles rhétoriques. Mais ces rhétoriques sont criminelles, meurtrières et doivent être absolument combattues. Il n'y a qu'un seul mot d'ordre pour les peuples, un seul mot d'ordre pour la fraternité entre les peuples, la paix au Proche-Orient, la paix en Ukraine et la paix pour l'humanité universelle. C'est d'ailleurs le sens des Nations Unies et du multilatéralisme que nous continuons à défendre fermement. On entend les arguments. Alors un petit mot pour conclure sur cette séquence autour de cette polémique, on pourrait le dire comme ça. Vous avez cité le nom de Jérôme Gage tout à l'heure. S'il y a eu j'allais dire pour fait d'énerver le PS, il a été pointé du doigt sur les réseaux sociaux, Jérôme Gage. Il a dit non, moi j'ai pas demandé à interdire quoi que ce soit. Et on sent une tension entre le PS et LFI. Ça va être difficile pour la suite si demain il y a besoin de construire une gauche pour aller aux élections de 2027. Ça risque d'être compliqué. Bon, le problème, c'est que nous ne pouvons pas accepter. Il y a 1 an et demi, il y avait la NUPES sur un programme de rupture très clair. De rupture d'ailleurs également avec les raids d'austérité imposés par l'Union européenne. On va en parler tout à l'heure. C'était absolument clair dans le programme de la NUPES. Nous ne pouvons pas accepter de partenaires si récents qu'ils hurlent avec la meute contre nous, en sous-entendant, en disant que nous avons des ambiguïtés, que notre rapport à l'antisémitisme ne serait pas clair, mais c'est invraisemblable. Nous avons toujours combattu l'antisémitisme, toujours combattu toutes les formes de racisme. C'est le sens même de notre engagement. C'est une des bases les plus essentielles puisque nous sommes pour l'égalité entre êtres humains. Et il nous est insupportable que des personnes qui, il y a quelque temps, ont profité de l'alliance de la NUPES pour se faire élire, eh bien, sautent sur l'occasion aujourd'hui en se disant nous pouvons taper sur la France insoumise. Non. Et surtout pas avec ce genre d'argument. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Et surtout, sur le plan du fond politique, je suis, pour ma part, très inquiet de la rhétorique employée par le candidat tête de liste du Parti socialiste Raphaël Glucksmann, qui par exemple disait à propos de la guerre russo-ukrainienne qu'il s'agissait là d'une guerre totale et que nous devions nous porter à la hauteur de la situation. Les mots ont un sens. Si Raphaël Glucksmann pense que nous devons nous porter à la hauteur d'une guerre totale, cela veut dire qu'il envisage sérieusement l'engagement de la France dans le conflit. Et je le dis aussi très tranquillement, le contexte stratégique, dont il est assez peu question finalement dans ces débats, a profondément changé par rapport à la situation précédente la Seconde Guerre mondiale, puisque les analogies se multiplient en ce moment. Pourquoi a-t-il changé? Eh bien, venant de Brest, je le sais bien, la dissuasion nucléaire et la puissance nucléaire est là. Et une confrontation entre puissances nucléaires conduirait à un désastre absolu et total. C'est le risque que nous avons en face et devant nous. Et de ce point de vue-là, je le redis, l'initiative de la Chine et de l'Allemagne est bienvenue. Le président Zelensky, ukrainien, l'a accepté, car, et il faut bien faire comprendre à des personnes comme Raphaël Glucksmann ou d'autres, que nous ne serons pas, il n'aurait aucun sens à être plus va-t-en-guerre que le président ukrainien lui-même. Et dans un contexte géopolitique très compliqué, on parle des guerres actuellement, que ce soit au Proche-Orient ou évidemment en Ukraine, et puis une recomposition du contexte géopolitique avec l'implantation de la Chine en Afrique. On le voit depuis quelques années, implantation commerciale. Oui. On le voit aussi avec l'influence de la Russie, de la Russie qui grandit aussi en Afrique. Et puis les cartes qui vont peut-être se rebattre aux États-Unis avec le possible retour de Donald Trump. Mais vous voyez, sur les États-Unis, je vais répondre sur les États-Unis et l'Afrique. Sur les États-Unis, la grande difficulté dans laquelle se trouve Joe Biden aujourd'hui est liée à l'attitude inacceptable des États-Unis vis-à-vis du conflit au Proche-Orient et du massacre à Gaza. Une bonne partie de la jeunesse qui aurait été portée à voter démocrate ne veut plus voter aujourd'hui démocrate parce que les États-Unis continuent à armer Israël, parce que les États-Unis n'ont aucune espèce d'influence sur le gouvernement d'Israël, n'arrivent pas à le contraindre à arrêter le massacre. Et bien évidemment que cela va lui coûter très cher. C'est quelque chose d'assez normal. Alors
D'ailleurs, de ce point de vue, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution pour le cessez-le-feu avec l'abstention des États-Unis, qui se sont immédiatement empressés de dire « Ah, mais cette résolution n'est pas contraignante ». Mais une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU est toujours contraignante. Sans toi, le droit international n'a aucun sens. Donc, il y a là une hypocrisie liée à des considérations de politique interne pour Joe Biden. Pour ce qui est de l'Afrique, moi, je veux saluer la grande victoire démocratique du peuple sénégalais. Car il y a là quelque chose d'important qui se passe. C'est un peuple avec lequel nous avons des liens forts. Je veux dire, à Brest, moi, je connais beaucoup de franco-sénégalais. Ils étaient ravis de cette grande victoire démocratique. Et il faut aussi saluer ces bonnes nouvelles. Et dans ce qui est prévu par le gouvernement nouvellement installé, voyez-vous, il y a la sortie du franc CFA. Et ce qui n'est pas sans lien avec les élections européennes. Car il faut savoir que le franc CFA, monnaie donc d'usage au Sénégal, est indexé sur le cours de l'euro. Vous imaginez à quel point c'est invraisemblable. Ils n'ont pas le contrôle de leur monnaie, et en plus leur monnaie est fixée par le cours de leur monnaie est fixé par la Banque centrale européenne. Ça n'a aucun sens. Donc c'est ce lien colonial, néocolonial qu'il faut abandonner. Il faut reconstruire de nouvelles relations avec l'Afrique. C'est cela que la France doit comprendre également lorsqu'elle voit la Chine et la Russie prendre davantage d'influence en Afrique. Car les Africains n'en peuvent plus d'avoir une sorte de mépris français. Il faut voir comment Emmanuel Macron s'est adressé à plusieurs reprises à certains chefs d'État en Afrique. Nous n'avons aucune raison, aucune légitimité à prendre qui que ce soit de haut en Afrique. Il faut construire des relations d'égal à égal. Voilà, la page du colonialisme est tournée. Il faut, il faut la tourner. En tout cas, il faut la tourner. Aujourd'hui, il faut aider l'Afrique. Alors, ça nous amène tout de suite sur les migrants. On a beaucoup d'Africains qui viennent en France, chercher une vie meilleure. On a du mal à les accueillir. On va parler tout à l'heure de l'accueil et de l'Europe. Mais est-ce qu'il faut, en un premier temps, aider les pays africains? Alors, pas sous forme de colonialisme, évidemment, mais sous forme économique, sous forme de participation, sous forme technologique. Aujourd'hui, l'Afrique se réveille à la technologie. Mais oui, mais d'ailleurs, ces questions sont très liées. Parce que on ne migre pas de gaieté de cœur. Je veux dire, sauf à avoir, il y a par exemple des Français qui s'expatrient dans tel ou tel pays parce qu'ils ont un projet. Ça peut arriver d'ailleurs à tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de nomades dans l'espèce humaine. C'est comme ça qu'on est sorti d'Afrique il y a des dizaines de milliers d'années. Et les Bretons sont voyageurs. Donc voilà, je veux dire, ça fait partie, si vous voulez, de l'humanité. Mais pour la plupart des gens, décider de partir de là d'où on vient, c'est une souffrance terrible. Et cette souffrance, elle est souvent provoquée par des accords de libre-échange inégaux que l'Union européenne ne cesse de signer, par des accords de pêche aussi inégaux qui détruisent la pêche locale en Afrique, par le changement climatique que ces pays subissent en premier lieu. Et donc lorsque nous sommes, avec l'Union européenne, toujours là pour reproduire les conditions de libre-échange, toujours là pour détruire les économies africaines, toujours là pour ne rien faire sur ce changement climatique, ben oui, nous favorisons les causes qui poussent les gens à se déplacer. Et je veux que les gens qui nous écoutent m'entendent. La plupart des migrations ont lieu du sud vers le sud. C'est-à-dire les gens, ils se déplacent la plupart du temps à côté. Un type comme Nicolas Dupont-Aignan pouvait dire une sottise à un moment comme « Mais pourquoi le Liban n'accueille-t-il personne alors que le tiers de la population vivant actuellement au Liban sont des réfugiés ?» Je veux dire, l'Europe aussi a une responsabilité qu'il faut prendre en compte. Le grand bateau là à Saint-Malo, là, le bateau délirant qui pêche autant que si un pêcheur du coin pêche en 70 ans. Moi, j'ai en un jour, le bateau il pêche autant que certains pêchent en 70 ans. Moi, j'ai entendu des gens dire des pêcheurs, mais c'est fou, ça va nous empêcher de pêcher, etc. Mais c'est la situation qu'ont vécu énormément de pêcheurs mauritaniens, énormément de pêcheurs sénégalais, d'ailleurs avec le même bateau, mais avec tant d'autres. Donc, cette situation économique internationale doit évoluer. Il faut rompre avec le libre-échange, qui est une catastrophe sociale et une catastrophe écologique. Nous sommes la seule liste à le proposer. Il faut rompre également avec cette logique, si vous voulez, qui voudrait que l'Europe a des principes, mais qu'elle ne les applique jamais. Je disais ça sur l'Europe de la paix, qui se transforme finalement en Europe de l'attentisme et de l'indifférence face à la guerre. Mais il y a aussi l'Europe, soi-disant, des droits humains. Vous parlez des questions migratoires, mais comment a-t-on laissé plus de 30 000 personnes mourir en Méditerranée ces 10 dernières années, 3 000 l'an passé?
Et là, à quel moment trouve-t-on cela légitime de proposer le pacte asile et immigration? Moi, je suis fier que sur notre liste, on ait Damien Carême, ancien maire de Grand-Sainte, qui combat le pacte asile et immigration et qui combat notamment des dispositions invraisemblables comme la possibilité de retenir des mineurs en centre de rétention hors de nos frontières. Parce que, je veux dire, l'hypocrisie est telle qu'on s'appuie sur la Libye, sur la Turquie, le grand régime démocratique d'Erdogan, sans doute, pour retenir les migrants, et ce dans des conditions inacceptables. L'Europe, à ce moment-là, lorsqu'elle fait ça, lorsqu'elle refuse de prendre la parole pour la paix, lorsqu'elle refuse de reconnaître l'État palestinien, lorsqu'elle refuse de porter assistance aux migrants, eh bien, elle se dégrade aux yeux du monde entier. Et c'est bien cela le problème aujourd'hui. Alors, souvent on associe, moi je le ferai pas, mais évidemment dans le fond de l'actualité aujourd'hui, on a beaucoup de faits divers, parfois évidemment commis par des gens qui arrivent sur le territoire français ou qui sont en OQTF. Il s'agit en tout cas pas de les pointer du doigt ici, mais oui, ça c'est voilà, sur l'extrême droite, passe son temps à faire. Alors voilà, nous on restera sur le factuel. Il y a ces cas-là qui font d'ailleurs monter les listes d'extrême droite. Aujourd'hui, on a, vous citiez Grande-Sainte, ce drame qui est arrivé à Grande-Sainte. Il y a aussi tout un climat d'insécurité ici en France, qui souvent porte certains esprits à dire voilà, c'est la faute des migrants. Est-ce que il y a aussi tout un travail à faire pour la sécurité? Je voudrais vous entendre là-dessus, parce que c'est important. On dit souvent que la gauche ne s'occupe pas des questions de sécurité. Est-ce qu'il y a un travail à faire pour la sécurité, pour essayer aussi de faire en sorte qu'on puisse vivre plus sereinement? Alors déjà, il n'y a aucun fait, aucune étude, rien qui montre qu'il y a un lien entre sécurité et immigration. Ce lien est construit de toutes pièces par l'extrême droite, par la droite. Finalement, dans le pays, ça a commencé avec Sarkozy qui a repris le discours de Jean-Marie Le Pen. Maintenant, c'est Macron qui fait voter une loi immigration qui inscrit directement des principes de Jean-Marie Le Pen dans le droit national. Et c'est finalement une bonne partie de la sphère médiatique qui se met à parler le langage de Le Pen, jusqu'à d'ailleurs tout récemment Christophe Barbier qui dit que finalement, la prochaine fois, ça serait peut-être pas plus mal de voter Marine Le Pen. On a déjà vécu ça dans les années 30, lorsque en France, les patrons, etc., disaient mieux vaut Hitler que le Front populaire, et qu'en Allemagne, la droite patronale préférait également Hitler à l'arrivée au pouvoir de la gauche. Donc attention, le fascisme est toujours dangereux, ces gens sont violents. En Bretagne, l'extrême droite a menacé de mort. Par exemple, je parle à Brest, un de nos militants a été menacé nominativement par l'extrême droite. Avec des écritures sur les murs. Récemment, dans le coin ici, dans les Côtes d'Armor, il y en a un qui s'est fait tabasser par l'extrême droite. Ce sont des violents, ce sont des dangereux. Alors après, sur la deuxième partie de la question, oui, la sécurité, si vous voulez, il y a un enjeu. Eh bien, c'est l'enjeu qui est toujours celui de nous défendons au contraire, celui des services publics. Et la police, elle doit précisément se mettre au service public, elle doit avoir les moyens de le faire. La justice doit avoir les moyens aussi de rendre ses décisions. Et nous n'allons pas, autant vous dire, dans cette dynamique, notamment du fait des recommandations de la Commission européenne. En mai 2022, la Commission européenne dit il faut faire 80 milliards d'économies sur le quinquennat. 80 milliards. Mais c'est une saignée. C'est ahurissant. Et cela supposerait, par exemple, dans le ministère de la Justice, pour cette année, pour les 10 milliards de cette année, 300 suppressions de postes. Je vais vous dire, c'est pas comme ça qu'on va ni ouvrir des commissariats de quartier, ni faire en sorte que la justice fonctionne davantage et de façon plus efficace. Donc, il faut sortir de la rhétorique qui trouve des boucs émissaires, etc. Il faut voir les causes structurelles, il faut regarder rationnellement, politiquement les choses, car aujourd'hui, on a l'impression que le débat, est imprégné de bêtises et de préjugés de l'extrême droite, et que tout le monde finit par parler sa langue. Nous ne parlerons jamais la langue des fascistes, jamais la langue de l'extrême droite. On ne connaît qu'une seule langue en France, celle de la nation politique et de la République. Rapprocher les services publics, justement, du terrain. Il y a une demande des habitants des quartiers, souvent, malheureusement, gangrénés par le trafic de drogue, qui pose problème. Tout à fait. Des problèmes de délinquance. Nous, on va y également faire campagne dans ces quartiers-là. Parce que beaucoup en parlent et ils n'y vont jamais. Nous, on parle avec tous les habitants. Et tous ont des problèmes, d'ailleurs, différents. Mais on y va. On va au porte-à-porte. Ils sont où, là, l'extrême droite, quand il s'agit d'aller rencontrer les habitants? Ils sont nulle part. Et alors, sans parler des autres, pareil, personne n'y va.
les habitants sont demandeurs justement de commissariats de quartier. Et voilà, c'est pour ça que je vous en parlais. Vous voyez, ça vient de discussions avec des gens concrets. Ça vient pas du JT de TF1, ça vient de discussions de là. Et on n'est pas sur l'idée que, par exemple, à Brest, ça c'est fantastique. À Brest, le préfet décide de supprimer des subventions à des associations. Comme ça lui est passé par la tête. Et alors on met des caméras dans un quartier du centre que j'habite, le quartier Saint-Martin. Mais alors ça va résoudre des problèmes majeurs. Par contre, pas de commissariat de quartier. Parce que de toute façon, si vous voulez, aujourd'hui, le gouvernement et les pouvoirs publics n'ont rien à faire réellement de ce qui se passe dans les quartiers dits périphériques. Non, ils n'en ont rien à faire. Parce que les gens n'y votent pas beaucoup. Hein? D'ailleurs, moi, je le dis, il y a intérêt que du monde se déplace et y voter pour envoyer un signal aussi à ceux qui nous gouvernent et à ceux qui nous méprisent. Et parce que d'une certaine façon, les classes populaires et leur sort les indiffèrent. Bon, eh bien, nous c'est bien tout l'inverse. C'est justement la politique de solidarité, le renforcement des services publics, la République sociale, l'éducation, l'hôpital. Et c'est ce que nous avons tous en commun. Et c'est le bien de ceux qui n'en ont pas. La justice sociale et environnementale, hein, c'est un des points du programme que vous soutenez, programme européen. On parle aussi de l'Europe sociale. Elle est à construire, l'Europe sociale? Alors l'Europe sociale, c'est une forme de refrain. Depuis 30, 40 ans, on va faire l'Europe sociale. Mais oui, c'est ça. On va faire l'Europe sociale. Mais bilan des courses. Je parlais des 80 milliards de coupes budgétaires conseillées par la Commission européenne. Bien, l'Europe, elle est fondamentalement antisociale aujourd'hui. Et elle est antisociale parce qu'elle est antidémocratique. Les Français, en 2005, ils ont voté non. Ils ont dit non. Pourquoi ont-ils dit non? Ils ont dit non parce qu'ils ne voulaient pas de l'inscription dans le marbre du principe de concurrence libre et non faussée, qui allait désorganiser l'ensemble des services publics, désorganiser le ferroviaire, désorganiser l'énergie. Ce qu'il s'est d'ailleurs produit ces dernières années. En 2012, Hollande avait dit « je vais renégocier le traité budgétaire ». Mais ce traité budgétaire, qu'est-ce qu'il prévoit? Un contrôle a priori sur le budget. Mais la France, elle a fait sa grande révolution en 1789 pour contrôler le budget. D'où on nous impose ça? Ce n'est pas normal. Avec un budget qui a dérapé en France. Hein. Dérapé selon quel critère? 5,5% du PIB. Oui, hein. mais par exemple, le critère de 3% de déficit du PIB, son inventeur a lui-même dit que ça n'avait aucun sens économique. Aucun sens. C'était comme ça une idée qui lui passait par la tête. 3% du PIB, 60% de déficit, il aurait pu dire autre chose. Il aurait pu dire 6. Du coup, on n'aurait pas dérapé. Donc ça n'a aucun sens. Les raids de la Banque Centrale Européenne. Ah non, surtout pas d'inflation. Surtout pas d'inflation. Pourquoi? Mais pour protéger l'épargne et la rente. Je veux dire, c'est pas l'Europe telle qu'elle est construite, c'est la même chose que le macronisme. C'est-à-dire tout pour la rente, tout pour le capital, rien pour les gens, rien pour les services publics, rien pour le travail. Eh bien, nous, c'est tout l'inverse, voilà. Et si on avait à s'occuper de la politique monétaire, on dirait, certes, faut pas laisser trop déraper l'inflation, mais il faut aussi s'occuper, par exemple, du chômage. Et parfois, eh bien, il faut laisser un peu couler l'inflation pour pouvoir réduire le chômage. Parce que ça fait de l'activité. Parce que ça permet aux industries, d'investir dans des machines. Là, avec la remontée du taux directeur à 4% de la Banque Centrale Européenne, on se trouve dans une situation où le taux d'emprunt pour les industriels a bondi, il s'est multiplié par 2. Et alors, c'est pareil pour les particuliers. Et si vous voulez, ça ralentit l'activité. Et aujourd'hui, les collectivités territoriales et le secteur industriel, qui ne se portent déjà pas très très bien en France, eh bien, sont contraints par cette politique monétaire. Donc il faut retrouver ce contrôle. Et là encore, c'est une question démocratique. Lorsque Juncker disait en 2015, et l'Union européenne n'a pas changé depuis, il disait il n'y a pas il n'y a pas de démocratie en dehors des traités européens. Eh ben, moi je vais leur dire, et on va leur dire le 9 juin. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et il n'y a qu'un seul principe qu'on reconnaît, c'est la souveraineté populaire. Et c'est là-dessus que l'on va s'arrêter. On aurait pu vous écouter encore un long moment, Pierre-Yves Cadalin, mais la campagne, merci. J'allais pas se dire, ne fait que commencer. Donc, oui, c'est une campagne courte, donc j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à s'y intéresser, à y aller, à en parler autour de vous. Il faut qu'on soit nombreux à aller voter, parce que sinon ils vont raconter n'importe quoi le soir de l'élection. Voilà, le message est passé. Pierre-Yves Cadalin, coordinateur de la France Insoumise à Brest, était avec nous en direct ce matin. Il a fait le chemin pour venir nous voir ici à Quessoy, dans les Côtes-d'Armor. Je l'en remercie. La prochaine fois, ce sera à Brest, c'est promis, dans le nouveau studio de Bretagne 5. Super, merci. Merci beaucoup et très belle journée. Mais à vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.